Et salut les patients, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le docteur Mermon et aujourd'hui on va parler de périostite et de fracture de fatigue. On va voir comment est-ce que ça se présente, pourquoi est-ce que vous avez mal et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la guérison et la reprise du sport. Ces deux pathologies, la périostite et la fracture de fatigue, c'est ce qu'on appelle des pathologies de surcharge. On met trop de contraintes sur nos os, on les surcharge, ils n'arrivent pas à gérer ces contraintes et du coup ils souffrent. Dans la très grande majorité des cas, c'est une pathologie du pratiquant de course à pied et dans la très grande majorité des cas, ça va toucher le membre inférieur, le bassin et parfois la colonne lombaire. Pour ce qui est de la périostite, ça donne une douleur relativement diffuse au niveau de l'intérieur du tibia qui va être plus importante pendant les séances de course à pied et qu'on va retrouver à la palpation typiquement sur plus de 5 cm. Pour ce qui est de la fracture de fatigue, comme on l'a vu, ça peut toucher globalement tout le membre inférieur, voire remonter un petit peu. Ça va donner une douleur sourde et profonde qu'on va avoir du mal à recréer à la palpation, mais qu'on va par contre retrouver très facilement quand on se met en charge et a fortiori quand on met des impacts en sautant ou en courant. Je sais par expérience, quand on fait du sport régulièrement, on a souvent des petites douleurs à droite à gauche et ça peut être un petit peu difficile de faire la part des choses entre une douleur insignifiante et une douleur qui doit nous faire envisager de faire une pause. Le cut-off que je me suis fixé, étant passé à la fois par des périostites et par une fracture de fatigue, c'est que si la douleur ne s'améliore pas en cours de séance et si j'ai la même douleur 2 séances de suite, c'est qu'il se passe quelque chose. Ça arrive à tout le monde quand on fait de la course à pied d'avoir les jambes un petit peu lourdes en début de séance, et si ça passe avec l'échauffement et que vous n'avez plus rien en fin de séance, c'est que c'était rien. Par contre, si la douleur persiste, qu'elle est là en dehors des séances et a fortiori qu'elle se prolonge dans le temps, c'est probablement pas une bonne idée de continuer à forcer dessus. Ces conseils-là sont basés sur mon expérience, ils ont au fond rien de scientifique, même si ils sont assez logiques, mais je sais par expérience aussi que quand on aime son sport, on n'est pas toujours très logique. Mais alors pourquoi est-ce qu'on déclenche une périostite et une fracture de fatigue? Nos os, comme nos muscles, comme nos tendons, comme notre cerveau, ils ont besoin d'un certain degré de stimulation pour être en bonne santé. Pour nos os, cette stimulation, ça va être des contraintes mécaniques, principalement soit des impacts, soit une mise en charge lors des mouvements. Si on leur amène une dose raisonnable de stimulation, ils vont grossir et ils vont être plus forts que chez un sujet sédentaire. Si on ne leur amène que très peu de stimulation, comme chez les patients en réanimation ou chez les astronautes qui font des séjours prolongés en apesanteur, ils vont s'affaiblir. Le truc, c'est que, comme toujours, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et si on leur amène trop de stimulation, ils vont pas réussir à compenser. Et petit à petit, ils vont se fragiliser jusqu'au jour où vous allez déclencher une périostite, globalement une inflammation du tibia, voire une fracture de fatigue, une mise à défaut du système de renouvellement osseux qui crée une zone de fragilité et qui à terme peut se transformer en vraie fracture. Donc pour résumer, on a une perturbation de l'équilibre entre les éléments qui vont détruire de l'os et ceux qui vont fabriquer de l'os. Ça crée une inflammation pour favoriser la cicatrisation et ça vous fait mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Même moi qui suis un fan de rééducation et de renforcement, je dois admettre qu'il n'y a aucun exercice pour accélérer la guérison des périostites et des fractures de fatigue. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Si on veut prévenir ces pathologies de surcharge osseuse, éviter qu'elles récidivent ou favoriser leur guérison, il va falloir jouer sur ces facteurs qui détruisent et qui fabriquent de l'os. Pour ce qui est des facteurs destructeurs, des facteurs cataboliques, on veut diminuer l'intensité du stress qu'on met sur nos os. Principalement, on veut diminuer les impacts. Et là, on rentre dans un truc hyper intéressant, à savoir quels sont les facteurs qui déterminent l'intensité des impacts à la course à pied. Le premier qui vient à l'esprit, évidemment, c'est les chaussures, mais on va voir que ça fait pas tout. Si vous avez l'habitude de courir avec des chaussures très amortissantes et a fortiori d'attaquer par le talon, vous devez faire attention à les changer régulièrement parce qu'elles vont perdre leur amorti. Et vous devez faire attention notamment si vous augmentez votre charge d'entraînement parce qu'en parallèle, vos chaussures vont perdre leur amorti et ça va énormément augmenter vos impacts. Si comme moi, vous êtes plutôt du genre minimaliste et course sur l'avant du pied, l'usure de vos chaussures va pas changer grand chose vu que de toute façon, elles amortissent rien du tout. Par contre, vous allez être plus sensible à la fatigue parce que vu que c'est vos muscles qui vont amortir les impacts, plus vos muscles vont être fatigués, moins ils vont amortir. Le deuxième déterminant de l'intensité de ces impacts, c'est votre technique de course. Si vous courez avec une grande foulée, vous allez prendre moins d'impact, mais vous allez prendre des impacts plus importants
que si vous courez avec une cadence plus élevée. Et ces grandes foulées, on sait qu'elles sont beaucoup plus contraignantes pour nos os. C'est un peu comme si vous preniez un haltère de 10 kg, vous allez réussir à faire, disons, 10 répétitions, alors que si vous prenez un haltère de 5 kg, vous allez arriver à faire beaucoup plus de 20 répétitions. Alors, évidemment, vous n'allez pas diviser par deux la longueur de votre foulée, mais l'idée, c'est qu'en diminuant un petit peu la longueur de votre foulée, vous allez énormément diminuer la force de ces impacts. Ensuite, concernant votre technique de course, un autre truc qui est important, c'est votre souplesse et votre mobilité lorsque vous courez. Si vous courez comme un rugbyman qui s'apprête à prendre un plaquage, vous allez déplacer les contraintes uniquement sur les membres inférieurs. Alors que si vous courez de manière souple avec des petits mouvements au niveau du bassin et de la colonne vertébrale, un peu comme les mecs qui font de la marche athlétique, vous allez répartir ces impacts sur une plus grande surface. Et le troisième grand déterminant de l'intensité des contraintes qu'on met sur nos os, c'est notre style de pratique de la course à pied. Typiquement, une pratique sur route plate sera beaucoup plus contraignante qu'une pratique en trail. C'est contre-intuitif parce qu'on se dit qu'en trail, il va falloir amortir les impacts lors des descentes, mais en fait, la route, c'est beaucoup plus traumatisant. Sur la route, on va avoir tendance à courir plus vite et on sait qu'une petite augmentation de la vitesse augmente énormément les contraintes sur nos os, notamment parce qu'on fait de plus grandes foulées, alors qu'à l'inverse, sur un terrain très irrégulier ou a fortiori sur une montée ou sur une descente assez raide, on va être obligé de limiter la longueur de notre foulée et ça va épargner notre squelette. Et le deuxième truc, c'est que sur la route, on va prendre exactement le même impact des dizaines et des dizaines de milliers de fois. Alors qu'en trail, un coup on va monter, un coup on va descendre, on va faire des petits changements de direction, on va s'adapter à notre terrain et ça, c'est beaucoup moins traumatisant. Pour imager ce principe, la course en trail, ça serait comme appuyer 1000 fois sur votre poitrine avec votre doigt, mais en appuyant à chaque fois à un endroit un petit peu différent. Alors que la course sur route, ça serait appuyer 1000 fois exactement au même endroit sur votre poitrine, ça finit par faire un trou. Donc pour résumer, si on veut minimiser les contraintes sur l'os au maximum pendant la course, il faut courir avec des chaussures amortissantes, en faisant des petites foulées, avec une technique de course bien souple, sur un terrain plutôt irrégulier de type trail et a fortiori pas trop vite. Pour ce qui est des facteurs anaboliques, ceux qui vont favoriser la réparation de l'os, voilà ce qu'on sait, même si globalement ça reste de la science de laboratoire, voire de la théorie. Premièrement, il faut un apport suffisant en matériaux de construction pour nos os, à savoir des protéines, du calcium et de la vitamine D. Globalement, si vous avez un régime à peu près normal de mec qui vit dans un pays développé, vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin sans avoir besoin de vous supplémenter. La seule exception à cette règle, c'est éventuellement la vitamine D, notamment en hiver ou dans les régions où on voit pas le soleil très souvent. En plus, on sait que cette vitamine D, elle a potentiellement d'autres effets bénéfiques sur notre santé, qu'à moins de le faire volontairement, c'est très difficile de faire un surdosage en vitamine D et en plus, ça coûte vraiment pas cher. Deuxièmement, on sait que l'exercice, ça augmente l'absorption du calcium au niveau de l'intestin. Et ça, pour moi, c'est un très bon argument pour dire que même si vous avez une périostite ou une fracture de fatigue, il faut continuer à faire de l'activité physique. L'idéal au début, c'est de faire du vélo. Ça vous permettra de maintenir vos capacités cardio-respiratoires, de maintenir votre musculature au niveau des membranes sans aucune contrainte sur vos os. D'ailleurs, pour la petite histoire, le vélo, ça met tellement peu de contraintes sur les os que les gens qui font beaucoup de vélo sans faire de sport en charge en parallèle développent parfois de l'ostéoporose. Donc pas terrible à long terme, mais pour les premières semaines post-blessure, c'est le top. Et autre truc hyper important, mais qui touche globalement soit les athlètes de très très haut niveau, soit les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, on sait qu'en dessous d'un certain IMC, globalement 17, on va se retrouver dans un déficit calorique tel que notre corps va limiter, voire arrêter la production des hormones sexuelles, les œstrogènes chez la femme et la testostérone chez l'homme. Et en plus d'avoir de nombreux effets négatifs sur notre santé, ça va avoir des effets négatifs sur nos os qui vont moins bien récupérer. Donc c'est vrai que quand on court, on a un avantage à être léger, mais comme toujours, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Faut pas non plus tomber dans des extrêmes. Donc globalement, si on veut des os en bonne santé, il faut manger suffisamment avec un régime qui nous apportera du calcium et des protéines, pas forcément d'origine animale, mais il en faut quand même. On s'exposera raisonnablement au soleil et où on se supplémentera en vitamine D
Et en parallèle de ça, on fera de l'exercice pour favoriser l'absorption de ce calcium. Et dernier facteur très important dont je n'ai pas parlé jusque-là parce que c'est un petit peu déprimant mais dont il faut parler quand même, c'est qu'une grande partie de notre capital osseux est d'origine génétique et ça, on peut rien y faire. On sait que vers 20 ans, on a globalement ce qu'on appelle un pic de masse osseuse. C'est le moment de notre vie où on aura le plus de masse osseuse et à partir de là, peu importe ce qu'on fera, elle va diminuer. Ce pic de masse osseuse, il est d'autant plus important que vous avez une bonne génétique. Il est aussi déterminé par la quantité de sport avec impact que vous ferez avant 20 ans. La natation, ça compte pas. Et une fois qu'on aura passé la vingtaine, ce stock de masse osseuse va diminuer. Il diminuera moins vite si on fait de l'exercice, mais il diminuera quand même. Par contre, la bonne nouvelle pour les gens qui ont une mauvaise génétique, c'est qu'on va mieux répondre à la stimulation par l'exercice. Chez les gens qui ont naturellement les os costauds, faire de l'exercice, ça va les rendre un petit peu plus costauds, alors que chez les gens qui ont des os un petit peu limites, ils vont avoir un grand bénéfice. Qu'est-ce que ça nous change de savoir ça? Ça nous change qu'en termes d'os, on peut pas forcément toujours se comparer aux copains. C'est pas parce que vous connaissez un mec qui a fait tel programme d'entraînement avec telle chaussure en suivant tel régime pour préparer telle course que vous pouvez faire exactement la même chose. Faut vous adapter à ce que la nature vous a donné. C'est le cas dans plein d'autres domaines, mais ça a l'air d'être particulièrement le cas quand il s'agit de problèmes osseux. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait si on a une périostite ou une fracture de fatigue? Pour illustrer ça, je vais vous parler de mon expérience. Pour commencer, faut savoir qu'en termes d'os, j'ai une génétique assez merdique. Comment je le sais? Quand j'étais interne en rhumato, on faisait passer des ostéodensitométries aux patients. C'est un examen qui permet de mesurer la densité minérale osseuse. C'est globalement la meilleure estimation qu'on a de la solidité de nos os. Et pour apprendre à faire passer cet examen, comme souvent, on passait dans la machine. Et quand ça a été mon tour, malgré mon jeune âge et malgré ma pratique régulière d'une activité en charge, j'ai eu un score assez pourri. En discutant comme ça avec ma mère, elle me répond « Ah c'est marrant, moi aussi, je suis passé en stage en rhumato quand j'étais interne et moi aussi, j'avais un score assez merdique à l'ostéodensitométrie. » Bref, les os, c'est pas mon point fort. À cette période-là, je vivais dans une région assez vallonnée et avec plein de nature, donc je faisais pas mal de trail. Étant donné ma grande passion pour la biomécanique, je courais évidemment avec des chaussures ultra minimalistes qui perturbaient pas les mouvements de mes articulations du pied, mais qui procuraient aucun amorti. Et malgré ma densité minérale osseuse pas terrible, j'ai jamais eu aucun problème. Sauf que quand on est interne, on finit pas toujours très tôt, et courir à 19 h en hiver, ça veut dire courir en pleine nuit, et le trail avec la lampe frontale, c'est quand même moins sympa. Du coup, je me suis mis à faire des séances de course sur route, plus courtes mais plus intenses, et au bout de quelques mois, malgré un kilométrage hebdomadaire relativement limité, j'ai commencé à avoir des périostites. J'ai un peu calmé le jeu, j'ai fait du vélo pendant quelques semaines, il s'est remis à faire jour relativement tard et j'ai pu reprendre la course sur terrain varié et c'est parti comme c'est venu. Après ça, j'ai augmenté progressivement ma charge d'entraînement en vue de courir un marathon en trail, en autonomie, jusqu'à environ 50-60 km par semaine, toujours avec mes chaussures minimalistes et encore une fois, tout s'est bien passé. J'ai fait mon marathon, j'étais content et après mon épreuve, au lieu de calmer le jeu, j'avais une telle forme que je me suis dit que j'allais éclater tous les records que j'avais établis sur mes parcours habituels. Et ça a super bien marché. Sauf que j'ai commencé à avoir une petite douleur dans la jambe gauche. Au début, ça avait l'air de rien, ça passait en quelques heures. Puis petit à petit, ça s'est aggravé. Mais étant un grand fan de David Goggins, je me suis dit que j'étais pas une petite et que ça allait pas m'arrêter. Du coup, j'ai couru un semi-marathon en trail, en autonomie, toujours avec mes chaussures minimalistes, avec une douleur permanente. J'ai quand même battu mon record d'environ 10 minutes de mémoire, mais après ça, non seulement j'avais des douleurs la nuit, mais en plus, je boitais. Je me suis fait faire des radios, puis une IRM, fracture de fatigue au niveau de la jambe gauche. Sauf que cette fracture de fatigue, elle était probablement là avant que je cours mes 21 km, donc là où il faudrait normalement environ un mois pour récupérer, moi, il m'a fallu quasiment 8 semaines. Après ça, je reprends l'entraînement tranquillement et un jour, sur une course chronométrée de 10 km sur du plat, je fais 40 minutes et 7 secondes. Mon prochain objectif était fixé, faire moins de 40 minutes aux 10 km. Je recommence à m'entraîner, principalement sur du plat, sur des sessions courtes mais rapides, toujours avec mes chaussures minimalistes et là, rapidement, ça va pas. Je comprends pas vraiment parce que pour moi, la charge d'entraînement était vraiment beaucoup moins élevée qu'avant. Je mets ça sur le compte de la chaleur, puis d'un truc, puis d'un autre. Et là où avant, j'arrivais à faire des semaines à 50 km sans aucun problème, faire 2 fois 10 km par semaine devient quasiment impossible. Et là, j'ai eu une idée brillante. Je me dis, au lieu de faire 2 fois 10 km, je vais faire 1 fois 10 et une séance de 4 fois 1000
pour faire de la vitesse et diminuer ma charge d'entraînement. Et là, c'est pire que tout et je commence à développer du côté droit exactement la même douleur de fracture de fatigue que celle que j'avais eue à gauche. Ayant appris de mes erreurs, j'arrête la course, je reprends le vélo pendant quelques semaines et j'en profite pour faire un petit peu de recherche là-dessus. Je tombe sur les infos dont je vous ai parlé avant et je réalise que 14 km par semaine à 15 km/h sur du plat, sur du dur, finalement, c'est beaucoup plus stressant pour mes petits os fragiles que 50 km dans la forêt. En plus, je vous laisse imaginer que j'ai pas forcément le gabarit d'un coureur de fond et qu'à 15 km/h, la souplesse et la fluidité de ma technique de course laissent parfois un peu à désirer. Je change de chaussures pour rester sur quelque chose d'assez minimaliste, mais avec un petit peu d'amorti. Je travaille sur ma technique et sur ma cadence de course. Et jusque-là, Inch'Allah, tout va bien. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour étaler ma vie, mais c'est parce que je trouve que ça illustre très bien tout ce qu'on a dit juste avant. Premièrement, même avec une génétique assez merdique, il y a moyen de se faire plaisir en course à pied. J'ai pas vocation à courir 100 bornes d'un coup, mais si avec ma densité minérale osseuse dans les chaussettes, mon haut du corps plutôt lourd et mes chaussures ultra minimalistes, j'arrive à courir un marathon, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Deuxièmement, une grande partie des contraintes que vous mettez sur vos jambes dépendent du terrain et donc de la manière dont vous allez courir. En pratique, la vitesse relativement élevée sur un terrain dur et plat sont beaucoup plus demandants pour nos jambes qu'un kilométrage beaucoup plus élevé sur un terrain vallonné et irrégulier. Et c'est pour ça que depuis, j'ai gardé mes chaussures minimalistes pour aller faire du trail, mais que sur terrain dur, j'ai pris une chaussure avec un petit peu d'amorti. Et dernier truc, soyez pas cons. J'adore mon sport, j'adore me surpasser, aller au-delà de la douleur et de la difficulté, non seulement parce que ça fait progresser, mais aussi parce que je trouve que ça donne une certaine force mentale pour affronter les autres épreuves de la vie. Mais clairement, quand vous avez une douleur qui persiste, qui s'aggrave petit à petit et a fortiori qui revient après une période de repos, c'est qu'il y a un problème et juste se botter le cul tout seul, c'est pas forcément la solution. Au final, c'était rien de dramatique et ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur le fonctionnement de nos os, mais a posteriori, je me dis que j'ai été un peu con et que peut-être à travers cette vidéo, je peux vous empêcher de faire pareil. Voilà pour cette vidéo sur les périostites et sur les fractures de fatigue. Partagez vos expériences dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est toujours sympa. Et d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne course ou de bonnes séances de vélo.